Bonjour, Euh, je vous présente Laura Morchkin qui vient de faire une conférence sur fanzine céramique. Pour nous, c'est l'occasion de vous présenter la journée zéro d'un groupe de recherche fanzine céramique. Et donc voilà, je vais passer parmi vous, vous présenter des fanzines pendant le temps de la conférence. Donc bien sûr, faites les tournées, ensuite je les récupérerai. Pour une bonne conférence et à plus tard. Et on est là demain, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse discuter sur vos productions et sur la suite. Merci. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais. Et si je suis là, vous m'entendez aussi? Voilà, parce que là, je suis plus à l'aise. Donc, je m'appelle Laura Morchkin. Je voulais tout d'abord remercier la directrice de l'école des Beaux-Arts de Limoges, Jeanne Galousté, pour l'invitation. Et aussi Pierre-Emmanuel. Voilà, on s'est rencontrés durant le salon Offprint. Il était en recherche d'édition et je lui ai montré à ce moment-là un fanzine sur la céramique, voilà, qui s'appelle Satan Céramique. Et de là, on a commencé toute une conversation autour du fanzine et de la céramique. Il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine production de fanzine sur la céramique. Et voilà, et tout ça s'est enchaîné. Et puis je suis là aujourd'hui pour donc vous présenter le fanzine, en particulier ma production, mais aussi la production d'artistes qui vont intégrer la bibliothèque de l'école. Voilà. Et là, qui sont vraiment spécialisés fanzine, parce que je vous informe tout de suite, mes fanzines à moi ne sont pas spécialisés céramique, même s'il y a quelques céramistes à l'intérieur des fanzines. Donc, voilà, je vais faire un plan rapide là, de ma présentation. Donc, on va parler tout d'abord du nouvel esprit du vandalisme, ensuite de différents projets de diffusion que je réalise, pour ensuite venir voilà, au sujet qui vous concerne le plus, c'est-à-dire la céramique. Alors, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis curatrice indépendante, artiste-éditrice. Je suis aussi co-directrice d'un salon de fanzine à Marseille qui s'appelle Rebelle Rebelle, que l'on organise, qu'on organisait jusqu'à cette année tous les ans, mais qui va devenir maintenant biennale, qui va se réaliser donc tous les 2 ans. J'anime aussi avec Océane Ragoussi un projet qui s'appelle Printing on Fire, qui est aussi un projet de diffusion de fanzine. Et je suis directrice artistique de 2 résidences, donc une qui s'intitule Publication Rebelle Rebelle, pardon, qui est une résidence d'édition que je réalise dans les quartiers nord à Marseille, et Interagir avec la ville, qui est une autre résidence réalisée également dans les quartiers nord à Marseille, quartier où je réalise aussi un workshop d'édition fanzine avec des adolescents, et on publie un fanzine qui s'appelle Rebelle Rebelle. Voilà, donc on travaille sur des problématiques comment dire, qui les touchent plus, comme la musique, le football. Donc on a un peu un best-seller qui s'appelle Droit au but, que je vais vous faire passer. Donc on a fait 3 numéros sur le football. Voilà. Voilà, mais je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet, parce qu'on doit parler de beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc déjà je vais vous donner la définition du fanzine que je vais lire, parce qu'à chaque fois j'oublie des éléments et tout est très important. Donc c'est une définition qui a été rédigée par Samuel Etienne, qui est un chercheur qui travaille énormément sur le fanzine et qui a écrit déjà 2 livres sur le rapport entre le fanzine et le punk, qui s'appelle Bricolage radical. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc, le terme fanzine apparu dans les années 30 aux États-Unis chez les amateurs passionnés de science-fiction est de la contraction de fanatique et magazine, littéralement magazine de fans. Son esthétique est depuis les années 70 marquée par le punk et sa philosophie die pour do it yourself, fais-le toi-même. Indépendant, auto-édité, imprimé à un faible tirage, financièrement désintéressé, détaché de toute considération commerciale, l'objet a donc une vraie liberté de forme et de fond, et son esprit permet à ses créateurs d'exercer une créativité sans limite.
voilà, donc ça c'est la définition. Ensuite, la diffusion du fanzine se fait essentiellement à travers des salons spécialisés. Donc voilà, il y a plusieurs salons à Paris comme le Fanzine Festival, Anti-Off Clairvaux, à Marseille donc Rebelle Rebelle. Ensuite, il y a un salon qui est aussi très, très connu qui s'appelle Printing Matter à New York, qui a vraiment une section fanzine très importante. Il y a environ 200, enfin entre 150 et 200 éditeurs. Donc voilà, mais après, il y a des salons en Italie, dans tous les pays d'Europe. Quelques librairies spécialisées. Donc à Bordeaux, il y a Disparate. À Paris, le Montant-l'Air. La galerie P38 aussi, avec le collectif Bad Coupe. Voilà, sinon, sinon, il y a quelques librairies qui présentent des fanzines, mais ça reste quand même assez rare. Donc voilà, et sinon, un des autres moyens de diffusion de fanzines, c'est de main à main. Voilà, la culture fanzine, c'est comment dire, les gens s'investissent vraiment dedans et on est très, très en rapport les uns avec les autres, donc on s'échange beaucoup de fanzines et c'est un des grands plaisirs d'éditer des fanzines, c'est qu'on s'échange nos éditions. Voilà, donc on a tous une petite collection de fanzines chez soi. Voilà. Donc, comme c'est sous-entendu dans la définition, le mouvement punk, c'est quand même l'esthétique du bricolage. Donc, le do-it-yourself appartient à ce que maintenant on appelle un peu la bricologie. Donc, c'est un mot valise qui fusionne les termes bricolage et technologie et repense les liens entre art, artisanat et technique. Donc, financièrement désintéressé, c'est ce qui fait donc du fanzine un objet non concurrentiel. Et à ce propos, je vous invite à lire le texte Contre la concurrence de Mark Fisher, qui est un éditeur de fanzine, qui est très, très investi et qui a donc écrit ce texte pour dire que voilà, les artistes devraient collaborer plutôt que se mettre en concurrence. Et le fanzine est vraiment dans cet esprit-là d'échange et de mettre en partage nos connaissances, nos réseaux, voilà, parce qu'il n'y a pas de but commercial, il n'y a pas de starification. Donc voilà. Donc, je vais passer maintenant au fanzine que j'édite. Donc là, vous avez une image, c'est le premier numéro. Donc, il s'intitule « Le nouvel esprit du vandalisme ». J'ai créé ce projet en 2014, voilà, parce qu'en fait j'ai travaillé pendant très longtemps dans une très grande galerie à Paris et quand j'ai fini, quand je suis partie, je voulais je voulais être curatrice. Être curatrice, c'est pas évident parce que, comment dire, il faut trouver des lieux pour organiser des expositions et tout ça. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire des expositions dans des livres. Voilà. Mais bon, j'avais pas les moyens non plus d'éditer des livres. Donc, je me suis tournée vers le fanzine. Voilà, le fanzine, j'ai toujours suivi la production. J'étais en contact déjà avec des éditeurs. Donc, j'ai créé ce petit objet photocopié A5. Voilà, c'est toujours le même format. Donc aujourd'hui, il existe 15 numéros. Voilà. Et pourquoi le nouvel esprit du vandalisme ? C'était déjà pour trouver un titre choc. Voilà, parce que c'est vrai que le fanzine, on a souvent comme ça des titres chocs pour le côté un peu punk. Et aussi l'idée de mettre un titre choc pour un objet très, très précaire. Donc évidemment, le nouvel esprit du vandalisme, il y a le mot vandalisme, donc la définition du mot vandalisme, c'est la destruction de monuments. Moi je ne détruis pas des monuments, mais par contre, j'invite beaucoup de graffeurs à faire les couvertures. Et c'est aussi le détournement d'un ouvrage qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Voilà.
de Luc Botanski et Eve Chapelio qui racontent comment en fait le capitalisme se sert de la critique artiste suite aux années fin mai 68 pour se nourrir et avancer dans son entreprise qui est aussi une entreprise de destruction. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça un parallèle entre les deux. Donc ça me plaisait aussi de donner un fond un petit peu intellectuel parce que c'est pareil, ça ne correspond pas du tout à l'objet. Voilà, donc le choix aussi, donc, comme je vous ai dit, c'est un projet curatorial, mais ça me permet aussi de rendre les expositions mobiles parce que voilà, l'avantage du livre et du fanzine, c'est que ça voyage très facilement. Voilà, c'est léger, donc c'est pas cher à envoyer. Et donc on peut diffuser ça à travers le monde. Ensuite, le fanzine, parce que voilà, ça on appelle aussi à l'esthétique de la précarité, la photocopie, le scotch, la graffeuse. Et la précarité, c'est quand même un mot que vous entendez beaucoup actuellement. Donc ça fait aussi référence à toute cette génération qu'on dit précaire et qui est aussi le produit du capitalisme. C'est aussi une anti-revue parce que voilà, je sors les numéros quand j'en ai envie, il n'y a pas du tout de périodicité. Parfois le numéro, il y a des numéros, par exemple le numéro 8 est sorti avant le numéro 5, ça c'est le fanzine, ça permet toute cette liberté. Et donc voilà, le contenu c'est vraiment dédié à l'art en train de se faire. J'invite des artistes autour d'un thème. Donc là le numéro 1 par exemple, il s'intitulait Un monde sauvage. Donc tous les artistes invités travaillaient sur ce thème-là. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que voilà, à chaque numéro, on retrouve une rubrique musique, érotisme, cuisine, un entretien et des projets inédits. Donc là, l'entretien, c'était avec l'artiste dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Pat McCarthy, qui est un artiste new-yorkais qui a une très grosse production de fanzines et qui est aussi céramiste. Voilà. Donc la particularité, tu peux faire tourner, c'est que je viens coller comme ça des photographies, vous le voyez ici. Voilà. Donc je colle ces photographies, notamment parce que les tirages couleurs me coûtent moins cher que la photocopie couleur. Et puis voilà, je me donne toute liberté de venir coller aussi les photographies sur le texte parce que voilà, une fois de plus, le fanzine permet cela. On est autorisé à tout faire, il n'y a pas de code. Moi, j'ai pas du tout de formation d'éditrice, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment de limite. Donc ça, c'est le numéro 2. Pareil, là, j'ai invité un graffeur à faire la couverture. Donc là, il s'intitule Un monde sauvage. Voilà. Pardon, pas un monde sauvage, un monde à l'épreuve. Donc là, c'était questionner la photographie et notamment la photographie en dehors d'elle-même. Voilà, donc je vous montre quelques visuels comme ça. Donc là, l'image que vous voyez avec le garçon qui a un haut-parleur sur la tête, c'est une image d'Olivier Nourisson, qui est aussi un éditeur de fanzine et qui a un projet qui s'appelle Fashion Garage, où il invite les gens, en fait, des groupes de gens à partir dans la rue. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, des vêtements, des cartons, ils se fabriquent des vêtements et ensuite ils défilent sur un vrai catwalk avec de la musique et des photos. Enfin voilà, puis il y a des photographes qui prennent des images et je vous invite vraiment à regarder son travail. Donc lui, il est vraiment génération 80-90 et il a publié énormément de fanzines. Voilà. Donc je passe quand même un peu rapidement parce qu'on a un gros programme. Donc ça, c'est Seine-Saint-Denis Style. Donc là, par contre, c'est une exposition que j'ai montée à la Cité des Arts de Paris, donc qui était autour de la Seine-Saint-Denis, donc tant les artistes qui habitent en Seine-Saint-Denis que ceux qui travaillent
sur la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, pareil, j'ai invité un graffeur à faire la couverture. Voilà. Comme ça. Donc j'ai aussi utilisé le texte Sen-San-Nistel, enfin la chanson de NTM, voilà, sans leur demander. Donc en général, je demande toujours, enfin c'est toujours un peu des commandes que je passe, mais voilà, quand je ne peux pas rentrer en contact avec les gens, voilà, je prends les documents sans prévenir. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, je viens coller des photos comme ça, là ça se soulève. Donc là, par exemple, c'est la rubrique cuisine, c'est une recette de glace. Voilà, c'est les glaces Martinez. En fait, c'est des Espagnols qui ont immigré en France voilà, pendant la dictature de Franco et qui depuis vendent des glaces à Montreuil. Voilà, donc là, ils ont donné une recette de glace qu'on ne mange plus du tout aujourd'hui, avec des fruits confits et de l'alcool qui s'appelle du noyau de Poissy. Voilà. Donc je le fais. Ah ben non, je ne l'ai pas celui-là. Oh, ben, dommage. Voilà. Donc ça, c'est un numéro qui s'appelle Le pigeon dans l'art. Voilà. C'est suite donc à ma rencontre avec Pat McCarthy dont je vous parlerai tout à l'heure, parce qu'en fait, une de ses pratiques, c'est d'élever des pigeons sur son toit à New York. Et en fait, suite à cette rencontre, je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes travaillaient autour des pigeons. Voilà. Donc, comme Melchior Tersen, voilà, qui aussi édite énormément de fanzines. Donc là, c'est Pat McCarthy. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai, donc je vais vous le faire passer. Alors là, c'est un numéro qui s'appelle Art et Justice. Donc c'est parti d'un entretien avec l'artiste Sayo, en fait, qui a été arrêté par la SNCF parce qu'il a tagué un pont Eiffel, donc qui est un pont classé. Et suite à cette arrestation, en fait, on lui a sorti tout un dossier sur tout le travail réalisé dans les transports publics, parce qu'il faut savoir que la brigade anti-graffiti archive tout ce qui se passe tous les graffitis qui sont réalisés dans les transports publics. Donc c'était assez génial parce qu'en fait, ils se retrouvaient avec un livre mis en page avec des légendes, c'était daté, et aussi la dimension des œuvres, voilà, qui sont tous ces devis. Enfin voilà, ça c'est un devis, donc le devis reprend toutes les informations. Donc voilà, donc de là j'ai réalisé ce fanzine autour de la question des rapports entre art et justice. Voilà. Donc celui-ci, je crois. Ça c'est un autre numéro qui s'intitule L'imaginaire adolescent en Amérique latine. En fait, j'avais été invitée par le musée des abattoirs à Toulouse à programmer des vidéos autour de cette question. J'ai donc réalisé ce fanzine-là, tout en interrogeant les frontières de l'Amérique latine. Donc, la personne qui a fait la couverture, c'est une artiste chicana. Enfin, Chicano-Chicana, c'est les Mexicains qui habitent aux États-Unis. Voilà, donc c'était vraiment la question où s'arrête l'Amérique latine. Donc, vous avez plusieurs interventions, dont par exemple, ici, c'est des poèmes inédits d'un artiste qui s'appelle Andrés Caicedo, qui est décédé très jeune, et qui en fait a réalisé des films dans les années 70 autour des adolescents, et c'est un peu du près Larry Clark. Voilà, ça ressemble vraiment beaucoup à cette esthétique-là. Pardon. Voilà. Donc je laisse ça, je l'ai pas avec moi non plus. Donc là, c'est un numéro qui s'appelle File Defects. C'est le seul numéro où il n'y a pas de texte. C'est un catalogue d'exposition. C'est une exposition réalisée à Arles. Donc, je vous passe rapidement les visuels. Voilà.
Là, c'est un fanzine que j'ai réalisé sur l'artiste J.J. Pitt, dont je vais vous parler tout à l'heure aussi, qui est un artiste céramiste. Donc là, l'intérêt, en fait, c'était que, comment dire, qu'à chaque fois, je cherche quand même enfin, j'ai la contrainte du A5 et de la photocopie, mais j'essaye de faire des choses un peu différentes. Donc là, par exemple, oui, comme d'habitude, il y a toutes les photos qui se collent, mais l'entretien est venu se mettre comme ça en bloc-notes. Voilà. Mais j'en parlerai plus tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre numéro qui s'appelle Honte. Donc là, c'est une exposition que j'ai réalisée avec les artistes Sayo et Tomek. Donc c'est des entretiens autour du graffiti avec des personnalités du monde de l'art, dont des collectionneurs, des directeurs de festivals et d'institutions qui ne connaissent rien au graffiti et qui donc discutent avec deux graffeurs. Et là, c'est pareil, en fait, il y a donc les entretiens qui se lisent comme ça, dans ce sens. Et ensuite, on tourne le fanzine. Et là, on voit les... Non, là, on ne voit pas. On voit les images. Voilà. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment faire pas mal de choses, en fait, avec ce format et le fanzine. Donc, on va passer maintenant à un autre projet d'édition. Je vais quand même vous faire passer les autres numéros. Voilà. Donc, celui-ci, voilà, la particularité, c'est qu'à l'intérieur, il faudra faire très attention. Il y a une sérigraphie, en fait, de Anne-Valérie Gasque, qui est imprimée avec de la poussière de verre de bière. Donc vous, enfin, voilà, vous mettez pas de poussière de verre dans les yeux surtout. Voilà. Il s'appelle Pendant la chute et je vais quand même vous le présenter rapidement parce que celui-ci est intéressant. En fait, j'ai invité l'artiste Yann Leguet qui fait de la musique contemporaine et ce qu'il a proposé en fait, c'est une bande magnétique de cassette qui reprend le bruit du déchirement de la page. Et si vous le collez dans une cassette audio, en fait, vous pouvez le réécouter. Voilà, ça dure 2 secondes. Donc voilà, enfin, tout ça pour vous dire qu'on peut mettre aussi des objets, tout type d'objets, comme ça. Voilà. Et celui-ci, donc, qui s'appelle Queeriser l'art, c'est une conversation autour de l'ouvrage Queeriser l'art avec le théoricien Jean-Claude Moineau, et on parle en fait de la figure du fan, parce que voilà, fanzine, fan. Et c'est assez intéressant parce qu'il explique en fait comment le fan est une figure, quelqu'un qui agit. Il agit parce qu'il est fan, donc en fait il a toute une production qui dit pas artistique parce qu'il se considère pas comme artiste, mais il va quand même produire des vidéos, il va produire des fanzines, enfin voilà, comme ça, plein de produits dérivés. Et voilà, on discute donc de tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je m'intéresse beaucoup à la question de la précarité, donc que ce soit l'esthétique ou la précarité en elle-même. Donc, j'ai commencé un projet qui s'appelle Bleu Travail. Et la maison d'édition s'appelle donc Édition Précaire. Donc là, par contre, j'utilise le print on demand. Donc, je fais ça sur des sites en ligne. Plutôt les sites où ils font de l'impression photo, mais aussi d'albums photos, pas les sites vraiment spécialisés comme Blurb, voilà, c'est d'autres sites qui sont beaucoup moins connus. Donc là, c'est pareil, en fait, je vais vous les faire passer, mais je viens aussi coller comme ça des images à l'intérieur, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'utilise du papier comme ça, hyper glacé, où je viens coller les images, et en fait, je photographie les gens au travail. Donc celui-ci,
vous allez voir, est assez... il y a une dimension assez érotique, parce qu'au début, je m'étais dit, tiens, je m'étais posé la question, est-ce qu'il y aurait de l'érotisme dans le travail? Voilà, mais après, j'ai arrêté, en fait. J'ai fait que ce numéro sur la question de l'érotisme, tout en continuant à interroger le travail, donc dans une dimension très large. Donc là, c'est le numéro 2. En fait, j'ai pris en photo un voleur. Voilà. Ensuite, j'ai photographié des jeunes qui travaillent, qui apprennent les métiers du nucléaire. Donc, je les ai pris en photo en train de faire semblant de travailler dans une centrale. Voilà, donc c'était assez drôle et vous allez voir sur les images, on ressent vraiment qu'ils sont très jeunes, ils ont 16 ans, ils sont en train d'apprendre un métier très dangereux et puis en même temps, ils ont des gestes assez maladroits. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et là, c'est un jeune qui est en train de balayer. Voilà. Donc, dans la vie, c'est un rappeur et l'été, il balaye son quartier. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, c'est vraiment le travail dans une dimension très large. Voilà. Donc, on continue. Donc, je vais vous parler rapidement du salon Rebelle Rebelle. Donc, en fait, on invite environ entre 40 et 50 éditeurs. Donc, la particularité du salon, c'est qu'en fait, chaque éditeur est invité à monter un stand particulier. C'est l'idée. Après, on peut rester sur juste une table et on pose ses éditions dessus. Mais on incite vraiment les éditeurs à monter un stand. Donc là, par exemple, c'est le collectif Werker, qui est un collectif hollandais qui travaille justement autour de la question du travail. Donc là, ils avaient ramené toute leur bibliothèque autour du travail et c'était une station pour éditer soi-même le fanzine. Donc en fait, il y a des tas d'images et qu'on pouvait prendre et choisir et ensuite on venait rouler l'édition. Voilà. Ça, c'est deux autres éditrices qui s'appellent Prio et Pexoto. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elles ont beaucoup de céramique sur leur stand. Donc là, c'était autour d'un fanzine qui s'appelait Chien Poussière et elles avaient réalisé tous les produits dérivés en céramique. Donc voilà. Et là, ça, c'était l'invitation pour le premier numéro du salon. Donc on avait volontairement repris un peu ce qu'on retrouve dans le fanzine, la photocopie, le scotch, l'écriture manuelle. Donc voilà. Donc ça, c'est Rebelle Rebelle. Voilà. Donc si vous voulez candidater en 2019, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà, c'est quand même essentiellement autour des artistes qui éditent des fanzines. Voilà, c'est vraiment quand même centré sur le hardzine et voilà, tout médium et toute pratique confondue. Mais c'est vrai qu'on évite, pas qu'on évite, mais qu'on invite moins d'éditeurs qui font du gravzine, qui sont donc des dessins à connotation sexuelle ou un peu monstrueuse comme ça, parce qu'en fait, il y a déjà un salon spécialisé à Marseille qui s'appelle Vendetta. Voilà. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être éditent des gravzines, mais c'est un très bon salon. Donc ça, là, je vais vous montrer Printing on Fire, qui est donc le projet de diffusion que j'anime avec Océane Ragoussi. Donc en fait, on intervient pendant des salons où on est aussi invité dans des librairies comme actuellement au Fragpaca. Donc là, c'était le deuxième numéro. Donc on a invité un artiste qui s'appelle César Canet, qui est venu fabriquer en fait tout un module en céramique. C'est des rails en fait. Et on est venu mettre
à l'intérieur, les fanzines, voilà, pour chaque édition, on essaye d'avoir un peu comme ça une sculpture pour montrer les fanzines. Donc voilà, là, c'en est une autre, là, c'est du plâtre. Voilà, où on a pu poser les fanzines par-dessus. Donc c'est encore César Canet. En fait, on travaille beaucoup avec cet artiste-là qui est céramiste aussi. Et là, c'était pendant Paris As Book Fair. Ah oui, je vous en ai pas parlé, mais ça, c'est un autre salon aussi d'édition de fanzines. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a aussi la céramique, c'était des tranches de pain de mie grillées. Voilà. Il y a un gros plan. Comme ça. Là, c'était pendant la dernière édition de Rebelle Rebelle. Donc cette sculpture, maintenant, se trouve dans la librairie du Frac Paca. Donc là, c'est l'artiste Antoine Gautron qui a réalisé cette sculpture à partir de métal récupéré. Voilà. Comme ça. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fanzine et la céramique. Mais tout d'abord, je vais vous diffuser une petite vidéo de Pat McCarthy qui va un peu vous mettre l'ambiance de son travail. Donc c'est un film Super 8 qu'il a réalisé sur son toit à New York. Donc là, c'est son élevage de pigeons. Donc c'est lui qui a construit toutes les cages. Et vous verrez, il y a peut-être des plans à l'intérieur des cages. En fait, il fabrique tous les bols en céramique pour nourrir ses pigeons, les nids aussi, et les perchoirs. Donc voilà, vous les voyez là, les petits perchoirs en céramique. Donc il a à peu près 200 pigeons. Et il les fait voler, enfin il fait du racing, c'est-à-dire qu'il les fait voler dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost Dog, mais voilà, c'est les chorégraphies de pigeons. Et en fait, il habite à Bushwick, qui est donc situé à Brooklyn, à New York. Et en fait, c'est la plus grande concentration de pigeons au monde parce que beaucoup de personnes qui habitent ce quartier pratiquent ce loisir. Voilà, donc il y a énormément de pigeons. Donc lui, autour de son élevage de pigeons, il édite un fanzine qui s'appelle Pigeoning. Donc je pense qu'il en a à peu près réalisé 40. Donc il parle autant de la manière de s'occuper des pigeons, mais aussi de la gentrification du quartier, d'histoire personnelle, et enfin voilà, c'est personnel, sociologique, et en même temps il parle de cette pratique artistique et de cette sculpture, ce qui voit vraiment cet élevage de pigeons comme une sculpture. Donc je vais vous faire passer le fanzine. Voilà. Et là, il a créé une chaîne YouTube aussi sur son élevage de pigeons. Donc c'est tout récent, donc vous pouvez retrouver ça sur Internet, et il explique un peu tout ce qu'il explique dans ses fanzines, mais sous forme de vidéo. Voilà. Donc je vais devoir arrêter la vidéo parce qu'en fait on manque de temps. J'ai tendance à un peu trop parler. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même un peu son travail. J'ai sélectionné quelques images pour vous montrer.
Donc voilà, donc là en fait ce que vous voyez c'est il y a à la fois des fanzines mais aussi des plaques en céramique parce qu'en fait il vient imprimer ses pages de fanzines sur des plaques en céramique. Donc en fait il utilise des encres qui ont beaucoup de fer et à la cuisson ça, voilà, ça fait comme ça des monotypes. Les images que vous voyez, le garçon là-haut c'est lui, voilà, parce qu'en fait il a 2 fanzines érotiques, donc American Cream où il se met en scène et Skirt où il prend des filles en photo et là il pose des annonces dans les journaux, donc c'est des filles qui répondent aux annonces. Voilà, donc ça c'est un visuel de l'exposition, j'ai plus le titre, excusez-moi. Voilà, Pat Pigeon Club qui en fait reprend le contexte d'un magasin de fournitures pour pigeons. Et en fait, il en a fait un catalogue qui sera donc dans votre bibliothèque. Voilà, donc là, tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui va rentrer dans la bibliothèque de votre école. Et voilà, donc il y a autant les graines que les cages, voilà, et plein d'images de pigeons. Et pendant l'exposition, en fait, il y avait évidemment des pigeons qui étaient vivants. Et là, vous allez pouvoir voir voilà, la photographie des petits bols qui fabriquent, des perchoirs, des mangeoires, et tout ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est par exemple une sculpture en bronze, c'est un nid pour pigeons et voilà, il a ajouté comme ça des œufs en porcelaine. Là c'est des petits œufs en porcelaine. Voilà. Ça c'est un autre projet qu'il a réalisé qui s'appelle Cheese Bike. En fait c'est une mobilette équipée d'un barbecue pour cuire des sandwichs et les vendre dans la rue. Donc en fait, ça a été pour lui un outil de travail pendant 2-3 ans. Comme ça, il a gagné sa vie avec cette cheese bike. Et c'est pareil, il a fait toute une série de fanzines autour de la cheese bike. Et le dernier raconte son voyage en Belgique quand il est parti la vendre, parce que voilà, un collectionneur en a fait l'acquisition. Donc pendant 3 semaines, il a voyagé sur un cargo et il raconte tout son voyage sur ce cargo, la difficulté d'être sur un cargo pendant 3 semaines avec des gens qui ne parlaient pas l'anglais, qui n'avaient pas vu de filles et de garçons depuis longtemps, donc il n'arrêtait pas de se faire draguer, donc il raconte toute cette histoire-là. Voilà. Donc là, c'est un pigeon avec un bol en céramique. Là, c'est un distributeur de bonbons voilà, en céramique, parce que Pat, quand il avait sa cheese bike aussi, il vendait toujours des petits sacs de bonbons. Donc là, c'était un présentoir qui est dans l'exposition du catalogue que je vous fais tourner. Voilà, là encore des bols. Là, quelques couvertures des fanzines dédiées aux pigeons. Voilà, là, c'est un visuel du voyage en cargo pour se rendre à Anvers. Là, voilà, encore une plaque en porcelaine. Là, c'est une petite maquette d'un de ces pigeonniers. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que voilà, son pigeonnier s'appelle Babylone. Voilà, donc voilà, vous retrouverez souvent Babylone dans ces fanzines. Voilà, les perchoirs en céramique et là d'autres couvertures de quelques-uns de ces fanzines. Et juste, je vous montre cette image. Voilà. Donc là, c'est une exposition que j'ai réalisée à Arles. Et donc, je l'ai invité. Et vous pouvez voir comment aussi ils présentent ces fanzines. Là, ils sont cloués au mur et ils mélangent donc les pages très précaires du papier qui sont fragiles, qui resteront pas très longtemps. Et justement, cette transposition de la précarité sur la plaque de porcelaine qui, si on la casse pas, est quand même un support quasi éternel. Voilà. Donc, je continue à faire tourner les fanzines de Pat. Voilà, là, c'est une exposition qu'il a réalisée.
Ça, c'est un autre projet qui s'appelle Building a Fire. En fait, il a été invité en Caroline du Nord pour faire une petite résidence avec Sylvain Cousinet-Jacques, qui est un artiste qui en fait a acheté une maison et a transformé cette maison en œuvre. Donc il a invité Pat McCarthy et Pat McCarthy a reproduit une petite maquette de la maison comme vous avez vu là pour son pigeonnier. Et en fait il a fabriqué un four sur place, donc il explique comment fabriquer un four pour cuire la céramique et tout en décrivant le projet de cette maison. Et donc voilà. Donc ça c'est, comment dire, c'est, pour chacune de ces sculptures, il y a toujours un fanzine qui est dédié, voire une série comme la Cheese Bike ou le pigeonnier. Voilà. Ça, c'est une autre exposition, Pat Pigeon Brunch, qu'il a réalisée à Montauk. Voilà, c'est au-dessus de New York. Et en fait, il est parti en vélo à Montauk et il a équipé son vélo d'une petite carriole où il y avait ses pigeons à l'intérieur. Donc, il est parti voyager jusque là-bas avec ses pigeons. Et sur place, il a un peu refait la cheese bag. Il vendait des sandwichs aux homards et aux œufs de pigeon. Voilà, parce qu'en fait, il utilisait aussi les œufs de pigeon pour mettre dans ses sandwichs. Voilà. Donc, vous allez le découvrir. Voilà. Ouais, tu peux les faire tourner. Ouais. Ça, c'est le numéro Secret Garden, donc, que j'ai réalisé avec Pat. On a été invités tous les deux à réaliser un workshop au Middle Museum à Anvers, qui est un musée de sculpture. Et l'idée, c'était de travailler, la contrainte, c'était de travailler sur l'espace public. Donc, nous, on a voulu travailler à partir du sous-sol de l'espace public. Et on avait en tête de planter des champignons, de demander aux participants de planter plein de champignons dans le parc. Mais en fait, il s'est avéré que c'est hyper compliqué de planter des champignons. Du moins, on ne pouvait pas faire ça en un jour. Donc, en fait, on a demandé aux participants de réaliser des champignons avec de la... Comment dire, de la céramique. C'est pas de la céramique, mais... il y a un nom, la céramique, là, qui sèche très vite. Donc, ils réalisaient les champignons. Ensuite, on les mettait dans des bocaux. Ils sont partis les enterrer dans le jardin de sculpture, parce que c'était aussi s'approprier ce jardin de sculpture. Et on leur demandait de faire une petite carte mentale de là où était déposé le champignon. Voilà, donc ça s'appelle Secret Garden, donc jardin secret. Voilà. Ensuite, là, c'est un autre fanzine qui rentre dans la bibliothèque, qui a été donc édité par Melchior Tersen, dont je vous ai parlé. Donc Melchior a une pratique très intense d'édition. Il doit, je pense, publier peut-être un livre par mois. Il travaille beaucoup avec le print on demand. Donc normalement, c'est surtout autour de son travail photo, où en fait, c'est un photographe compulsif. Il photographie énormément de choses, tous les animaux qu'il rencontre dans les rues à Paris, tous les graffitis qu'il peut voir dans les pissotières, tous ses objets de collection, les fans de foot. C'est vraiment une pratique très intense comme ça. Et là, en fait, il a travaillé avec l'artiste Safia Bamet-Schwartz, qui a réalisé une série de cendriers en céramique qui reprennent des logos de marques assez connus. Donc elle n'est pas céramiste, elle fait surtout du dessin et parallèlement, elle est rappeuse. Voilà, elle chante, donc vous pouvez voir aussi ses clips sous YouTube ou sous Instagram. Donc voilà, donc là, il a édité toute cette série de cendriers qui sont utilisés. Voilà, il y a des clopes écrasées dedans. Voilà. Donc c'est assez sympa. Il est venu coller les images comme ça à l'intérieur. Et par contre, c'est une toute petite édition, il n'y en a que 5. Donc voilà, donc vous avez de la chance de l'avoir, parce que ça va être le dernier. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à JJ Pitt. Donc c'est pareil, je vais vous montrer un petit extrait d'une vidéo. On ne va pas la regarder en entier.
Donc J.J. Pitt, c'est un artiste américain et en fait, il a enseigné la céramique à Pat McCarthy. Pat McCarthy est un artiste autodidacte. En fait, il n'a pas fait d'école d'art, mais il prenait des cours de céramique que J.J. donnait. Et donc, qui étaient des cours de céramique dans comment dire, je sais pas, je pense l'équivalent d'une MJC. Et parallèlement, JJ est aussi prof de céramique à Columbia. Voilà, mais il fait aussi beaucoup de dessins. Et en fait, je vous montre cette vidéo parce que ça vous permet vraiment de rentrer dans son univers. Parce que comment dire, il est très influencé par la science-fiction. Et voilà, il a comme ça tout un univers hyper fort où il a créé lui-même son alphabet, ses motifs, et tout en questionnant comment dire, le monde actuel, c'est-à-dire les questions tant économiques, mais aussi la surveillance, que ce soit la surveillance numérique ou la surveillance dans la rue via les caméras. Il travaille beaucoup autour de la photographie, de la vidéo, comment on utilise les dispositifs de capture, qu'est-ce qu'on fait de nos images. Donc voilà, donc je vous laisse un peu regarder ça, puis ensuite je vais vous montrer son travail de céramiste. Donc, je suis désolée, je vais devoir encore couper la vidéo parce qu'il faut qu'on termine. Donc, je vais quand même, je vais vous montrer son travail. Donc voilà, là je vous ai montré une animation, mais en fait il utilise énormément de médiums, donc le dessin, la céramique, la vidéo, mais aussi la mode, parce qu'en fait il retouche tous ses vêtements, puis même là par exemple il met des petits bouts de céramique sur ses stylos. Donc la céramique se retrouve chez lui sur plein de plans. Et en fait, donc le fanzine, non, mais je vous l'ai fait passer, là, celui avec les croix rouges, en fait, c'est parti d'un projet qui s'appelle Dutch Oven, donc c'est l'équivalent du kiln en allemand. Et en fait, c'est un petit four en céramique qui permet de cuire des proxy cups. Donc les proxy cups, c'est des cups qu'il réalise depuis toujours. Hein. Il a à peu près 45 ans, JJ, donc ça fait peut-être 20 ans qu'il fait des proxy cups. Et c'est le seul objet qu'il échange contre des services, il ne les vend pas. Donc ça permet vraiment une interaction avec le public. Et puis lui-même, quand il parle des proxy cups, c'est un moyen d'interagir avec l'autre, de rentrer en contact avec lui, mais aussi parce que la céramique, c'est une matière comme ça, très tactile. Il dit aussi qu'il donne son énergie aux personnes qui se retrouvent avec cette cup chez eux. Et l'idée, c'est vraiment que la personne qui va échanger un service contre cette tasse s'en serve, boive dedans, c'est vraiment pas un objet de décoration. Donc en fait, il a réalisé ce kiln pour cuire des cups dans la rue. Voilà, donc en fait, pour cuire la cup que vous voyez, on a ce
que j'avais fait l'expérience avec lui. Pendant 7 heures, on a alimenté le feu avec des tout petits copeaux de bois. Voilà. Donc là, le fanzine que vous avez vu, ça part de ce projet-là. Donc, voilà, comme ça. Donc ensuite, comme je vous ai dit, il a tout un travail autour des appareils photo. Donc, il appelle ça des time capture. Donc en fait, qui vient customiser. Donc autant avec du métal. Donc là, vous voyez, il y a une lame de couteau, mais aussi de la céramique. Donc là, avec ça, il fait des images, voilà, des vraies images photos. Et ensuite, il fait des viewers, donc c'est des appareils photo en céramique qui sont faits pour enregistrer des images mentales. Donc en fait, il y a un viseur, on regarde et on capte comme ça des images mentales. Donc là, il y a toute une série, enfin là j'ai que quelques visuels, mais il en a fabriqué des centaines et des centaines. Voilà, donc là c'est un peu un des derniers, donc plus le temps passe, plus il se décompose et vraiment on voit que c'est un appareil photo. Et le dernier projet qu'il réalise qui s'appelle Sorcery Scanner, en fait, là il joue un personnage qui est donc un sorcier, qui avance comme ça masqué en fait, et qui dans la rue va détruire tous les dispositifs de surveillance et même les dispositifs de capture, comme les appareils photos, ce qui propose aux gens, en échange de pouvoir détruire leur appareil photo, de leur donner une proxy cap. Et il a un outil comme ça qui est l'eyeball. Donc l'œil aussi, c'est un motif qu'on retrouve énormément dans son travail, qui en fait lui permet de voyager de temporalité en temporalité, de place en place. Voilà. Enfin, ça, c'est tout ce lien qu'il a avec la science-fiction. Donc, il s'est vraiment créé tout un monde et il joue vraiment beaucoup sur ça. Donc là, c'est d'autres eyeballs qu'il est en train de réaliser. Parce qu'on va réaliser cet été une exposition à Arles. Là, c'est une autre cup. Là, vous pouvez voir les appareils photo qui sont donc guillotinés, littéralement coupés en deux comme ça quand il arrive à réaliser ces échanges. Là, c'est un autre projet, c'est des stations, donc il y en a plusieurs. Donc là, on ne se rend pas très bien compte, mais en fait, on peut quasiment s'allonger sur cette station. Et en fait, c'est une station pour voyager. Voilà. Donc en fait, on monte dessus, ou on s'allonge dessus, on prend l'œil dans la main, puis là, on ferme les yeux, puis on voyage mentalement dans sa tête. Et il y a une tasse pour pouvoir boire du café. Voilà. Donc là, je vous montre un gros plan. Donc c'est très influencé par toute l'esthétique Mad Max. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent aussi chez J.J. Pitt. Ensuite, il y a le travail autour des BRICS. Donc, comme je vous ai dit, il s'interroge aussi sur toutes ces questions de défense, de manifestation, de protestation. Donc, il a fabriqué comme ça des BRICS, voilà, qui sont donc des briques. Mais dans ces briques, on peut quand même, même si ça peut être comme ça un objet dangereux, on peut aussi venir planter des fleurs. Voilà. Donc là, c'est une veste de défense, ici. Donc vous retrouvez aussi, pareil, des petits pots de fleurs en céramique, il y a des briques, c'est plein comme ça d'objets qui renvoient à la défense, à l'autodéfense, qui sont, où il utilise là principalement la céramique. Donc, il réalise aussi des fanzines. Voilà, il prend vraiment le fanzine comme un médium. Donc là, c'est un numéro sur ses outils de céramique. Donc, vous allez voir comment il utilise beaucoup le bricolage aussi. Hein. Il s'est fabriqué lui-même, c'est de la récupération et il mélange ça à d'autres matières. Voilà. Et ce qu'on retrouve beaucoup, c'est donc des maquettes. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Pierre-Emmanuel parlait beaucoup de dessiner, de faire des croquis, des maquettes. Donc là, lui, il les met vraiment
enfin voilà, il les partage avec le lecteur. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça c'est un autre fanzine. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, il vient écrire des phrases. Et vous allez voir aussi, il a écrit pas mal de manifestes sur la céramique. Et voilà, donc là, vous verrez, il y a pas mal de visuels sur les proxy cups. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment tout son travail. Mais il y a vraiment l'idée d'agencer les images, le texte. Il y a une grande recherche et je pense qu'il met vraiment beaucoup de temps à les mettre en page parce que tout est vraiment très cohérent. Voilà. Et ensuite, il en a fait plusieurs de ce format-là. Voilà, ça vient comme ça sur du papier plus cartonné. Donc pareil, des manifestes, des images, et il vient coller des petits bouts de scotch. Parfois, il redécoupe les pages. Voilà. Là, par exemple, il est venu ajouter du papier filtre jaune. Voilà. Enfin, vous verrez tout ça en effeuilletant. Mais c'est intéressant, voilà, comment il agence des images de son travail et des images, de peinture qu'il aurait vues, et comment ces images, il les contextualise aussi à travers des phrases comme ça, très incisives, qui parlent de céramique, mais aussi de la société actuelle. Donc là, je pense que vous ne voyez pas trop, on est un peu loin, mais bon, vous allez les découvrir. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça rentre dans la bibliothèque. Donc, voilà ce qu'on peut un peu faire avec la céramike et le fanzine. Et c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs générations comme ça d'artistes qui s'en emparent, des artistes connus, moins connus, parce que là j'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'artiste Tom Sachs qui lui pratique aussi beaucoup la céramique. Il y a une grosse production de fanzines. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment un peu comme Pat en noir et blanc, il vient tout écrire à la main. Mais je vous invite à regarder ce travail. Et puis aussi aller voir le travail de JJ sur Internet. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de passionnant et qui a un rapport à la céramique assez incroyable. Enfin, je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie d'éditer des céramiques, des fanzines et y mettre la céramique. Voilà, merci. Merci Laura. Je vais passer parmi vous pour des questions. Il suffit de lever la main et je viens avec le micro. Oui, vous voulez vraiment pas nous présenter un tout petit peu, vite fait, Tom Sachs? Tom Sachs? Ouais. Alors j'ai quelques images. Alors, Tom Sachs, je ne le connais pas aussi bien que JJ et Pat, parce que JJ, Pete et Pat McCarthy, c'est des artistes avec qui je travaille en tant que curatrice. Mais en fait, Tom Sachs est devenu connu quand il a réalisé des détournements de Hello Kitty. Je pense que vous connaissez tous ce petit chat japonais qui sourit. Donc en fait, il a tout un travail comme ça, il questionne la culture de consommation. Et il utilise donc toute l'esthétique du bricolage, et notamment il y a cette pratique de céramique qui revient souvent. Donc, et pour tout ce qui est bricolage, ce dont je t'ai parlé ce matin rapidement, il a fait un fanzine par exemple qui s'appelle Haute Bricolage, et il donne vraiment les modes d'emploi aussi pour construire soi-même les objets. Donc ça, c'est autour d'un projet où il a reconstitué une mission de la NASA. Voilà, donc il y a les bols comme ça, ici. Voilà, là vous avez une image. Donc ça s'appelle Space Program et voilà, ça fait un petit moment que
comment dire que ça, qui travaille sur ce projet. Donc ça, c'est un projet plus récent, c'est la cérémonie du thé. Donc là, c'est pareil, vous voyez, il a fabriqué tous les ustensiles pour le faire. Il y a aussi de la récupération. Donc il y a aussi cette idée de travailler un peu comme ça autour du rituel. Là, c'est un autre objet en céramique qui est une boombox. Donc ça, c'est pareil, il a fait énormément de boombox où travailler comme ça des platines disques. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Laura est là jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas, on peut venir nous solliciter, en tout cas venir solliciter Laura pour présenter aussi des travaux que vous faites. Voilà, peut-être Laura, tu peux nous parler. Je sais, c'était assez intéressant le travail sur Station, avec d'aller solliciter par rapport au four, plus grand four, cette collaboration pour permettre. Les stations de JJ Pitt. Ouais. Oui, parce qu'en fait, donc là, la station, ça a été réalisé dans un lieu qui s'appelle, je ne veux pas dire de bêtises, mais EKWC. En fait, c'est en Hollande et apparemment, ce serait les plus grands fours d'Europe de céramique, parce que ce que vous avez vu là, c'est cuit en une fois, en fait. Donc, vous qui avez l'habitude d'utiliser des fours, j'imagine qu'ils ne sont pas aussi grands. Et donc, c'est un lieu de résidence dédié à la céramique, c'est immense. Donc, vous pouvez demander à être en résidence là-bas. Donc, après, il faut payer sa terre et les cuissons. Mais on vous donne un lieu de travail avec du matériel assez incroyable, quoi. Donc, moi, quand j'y étais, il y avait quelqu'un qui était en train de cuire une pièce, mais monumentale, et ça faisait, je crois, 3 mois qu'il était en train de la cuire tous les jours, quoi. Voilà. Merci beaucoup et à très vite.